Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, examen du brevet de fin d'études moyen. Les épreuves ont démarré ce mercredi 12 juillet. 189 361 candidats sont inscrits à cet examen cette année. L'inspection d'académie de Matam a fait le point sur le nombre des candidats et des différents centres. Le premier jour des épreuves s'est passé sans incident majeur. La précision à suivre dans ce journal. Agriculture et stratégie nationale de la tutelle pour la souveraineté alimentaire, le programme Maïs matérialisé. 50 tonnes de semences ont été livrées à la commune de Taïba-Niassène pour emblaver environ 1500 hectares. Les précisions à suivre tout à l'heure. Forte canicule à Dakar où la plupart des plages sont de plus en plus privatisées. C'est le cas à la plage de Ngor où l'accès est devenu payant sur instruction de la mairie. Privatisation que le personnel municipal tente de justifier. Explication à suivre tout à l'heure dans un reportage signé à Medjouf. Bienvenue à toutes et à tous. Éducation, examen du BFM. Les autorités éducatives et territoriales ont effectué la traditionnelle visite des centres de l'examen du BFM. Selon l'inspection d'académie de Matam, Baïbabou, la région compte 5288 candidats, dont 64,97% répartis dans 64 centres avec un taux de progression de 8,13%. Babou, que je vous propose d'écouter au micro d'Amadou Mardiallo. Je voudrais me réjouir d'abord de la bonne organisation et du bon démarrage de l'examen, comme l'a si bien dit chez le gouverneur. Comme vous le savez, globalement, nous avons 64 centres dans la région et 65 jurys. Parce que là, présentement, où nous sommes, il y a 2 jurys. Il y a 35 centres dans le département de Matam, qui correspond à l'IF de Matam, et 25 dans le département de Kanel, et 4 dans le département de Ranérou, pour un effectif global de 5288 candidats, dont 64,77% de filles, avec un taux de progression des effectifs de 8,73%. Les 2 examens ne se gênent pas parce que dans la préparation, on sépare un peu les centres. Vous n'allez pas voir l'examen du BFM organisé dans un centre de bac. Donc c'est ce qui fait qu'ils ne se gênent pas. Et le bac deuxième tour démarre aujourd'hui. Normalement, d'ici à demain, ils vont terminer et puis il n'y aura pas de problème. Parlons à présent de l'hivernage qui s'est installé à Dakar et le ministre Issa Diop, chargé des inondations, a effectué une visite dans les zones inondables dans le département de Keur Massar. Le ministre a affirmé que les travaux entamés par l'État du Sénégal avancent à grands pas. Le ministre a également salué le positionnement du dispositif de pompage dans le département de Keur Massar. Issa Diop, ministre chargé des inondations, que je vous propose d'écouter au micro de Boudal Diagne. On a pu constater par nous-mêmes qu'il y a les recommandations issues du Conseil interministériel présidé par M. le Premier ministre sont en train d'être mises en œuvre ici dans le département de Keur Massar, donc à savoir tout le prépositionnement du dispositif de pompage avec la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Nous avons pu aussi avec l'ADM vérifier la fonctionnalité des ouvrages d'assainissement, mais particulièrement de la station qui se trouve au niveau du lac, où il y a une proposition qui est en train d'être étudiée pour voir comment accompagner peut-être le flux des eaux pour les rejeter en mer. Vous avez pu constater qu'avec l'entreprise Enan Chine, le travail aussi de l'ADEME, qu'on avance à très grand pas et à un rythme soutenu. Donc entre 2 visites, moi j'ai constaté qu'il y a au minimum 4 bassins qui ont été réalisés et ça je m'en félicite. C'est les instructions du chef de l'État, parce que Keur Massar fait partie des priorités de l'État du Sénégal pour vraiment, dans la gestion des inondations, apporter un soulagement. On ne pourra pas dire qu'il y aura un risque zéro, ça, on ne peut pas le dire, mais vraiment on sent qu'il y aura un impact positif de ces travaux-là. Keur Massar, déjà pour la phase
d'urgence du projet bénéficie d'un financement de 15 milliards, avec le financement de la Banque mondiale 83 milliards, ou pour cette partie qui concerne Keur Massar Nord particulièrement et le bassin versant de Mbobos, un marché de 11 milliards qui est en train d'être exécuté, pour dire que Keur Massar vraiment bénéficie de beaucoup d'investissements de l'État du Sénégal pour aider les populations dans la lutte contre les inondations. Et justement, pour éviter plutôt de subir les inondations comme lors de la dernière saison des pluies, les acteurs du Lac Rose ont entamé les travaux d'un mur de sable pour protéger le cours d'eau. Ces acteurs dénoncent néanmoins les promesses non tenues des autorités pour protéger le Lac Rose. Babacar Seck, reportage. Le syndicat d'initiative du Lac Rose, qui regroupe tous les acteurs qui s'activent autour du site, a décidé d'ériger un mur de sable pour empêcher les eaux de pluie de regagner le lac. Vous voyez les gens en train de faire un mur de sable pour barrer la route, je peux dire le canal, pour bloquer le canal, qui nous a causé beaucoup de dégâts l'année dernière à cause des eaux de pompage faites depuis la banlieue dakaroise, et toutes ces eaux ont été déversées sur l'axe, ce qui nous a causé beaucoup de dommages, raison pour laquelle depuis 9 mois ou plus, les gens ne travaillent plus, tout le monde est au chômage. Donc raison pour laquelle nous avons pris notre propre responsabilité pour que de pareils événements ne se reproduisent plus. Parce que nul n'ignore que nous sommes déjà en plein hivernage, et jusqu'à présent les autorités n'ont mené aucune activité pour vraiment empêcher ce qui s'est passé l'année dernière se reproduise présentement. Avec le mutisme des autorités face aux interpellations des professionnels du Lac Rose, ces derniers ont pris leurs responsabilités. Je crois qu'on n'a pas besoin d'avertir les autorités parce qu'elles sont au courant de tout ce qui se passe au niveau du Lac Rose. Elles étaient là quand l'eau a commencé à venir. Beaucoup de ministres sont venus ici, mais jusqu'à présent, c'est des paroles qui ne sont pas suivies d'actes, raison pour laquelle les gens ont beaucoup attendu. Les gens ont vu que vraiment, si elles ne font aucun effort pour sauver leur patrimoine qui est le Lac Rose, qui est non seulement un patrimoine, mais je peux dire un patrimoine mondial et universel, parce que l'île n'ignore que le Lac Rose vend la destination du Sénégal. Donc si les autorités vraiment ne donnent pas une importance au Lac Rose, là les gens sont tellement désolés qu'elles ont pris leurs propres initiatives pour faire ces travaux-là. Donc on n'a pas besoin vraiment d'alerter les autorités, de demander l'autorisation des autorités pour faire de pareils travaux, parce que les autorités ne feront jamais ça. Parce que ce qui les arrange, c'est que de régler un problème d'un côté, c'est-à-dire les inondations de la banlieue, et créer des problèmes de l'autre côté, ce sont les gens qui travaillent autour du lac. Avec l'annonce des premières pluies, l'inquiétude s'amplifie chez les acteurs du Lac Rose qui craignent les inondations du dernier hivernage dont les impacts sont toujours visibles. Parlons à présent climat et biodiversité. Le programme de la voie de migration de l'Atlantique Est des oiseaux d'eau migrateurs a organisé les 11 et 12 juillet à Toubab Dialaw un atelier national pour un engagement politique et la résilience au changement climatique. Après avoir rencontré et pris en charge les préoccupations des populations, les organisateurs ont réfléchi afin d'apporter les réponses concrètes à cette problématique au niveau du delta du Saloum. C'est un compte-rendu de Muntaga Khan et Mamadouba. La dégradation des différents sites de repos et d'escale se trouvant dans la voie migratoire qui est empruntée chaque année par des millions d'oiseaux d'eau de l'Atlantique qui partent de l'Arctique à l'Afrique en passant par l'Europe constitue une sérieuse menace pour ces espèces. Donc ces sites constituent le lieu de repos et d'escale, et quand ils arrivent sur ces sites, si ces sites sont dégradés, ça pose problème. Pour la plupart des sites, ils sont menacés. Donc quel est le problème qui se pose? C'est comme si l'oiseau arrive, est très fatigué, ne peut plus voler. S'il trouve des ressources, il va rester quelques jours, quelques semaines pour se ressourcer et continuer son voyage. Parce que voyez-vous, la voie de migration, c'est jusqu'en Afrique du Sud. Donc s'ils ne peuvent pas continuer, ils peuvent mourir. Et d'autres, s'ils trouvent le site est déjà dégradé, il n'y a rien du tout, ils sont désorientés. Le temps de capter un autre site de zone humide pour se ressourcer, c'est très difficile. Les oiseaux ne sont pas les seuls à pâtir du changement climatique. Les hommes aussi n'y échappent pas. Pour ce projet, on a deux objectifs principaux. Le premier, c'est la résilience climatique des écosystèmes pour que les oiseaux migrateurs y prospèrent. Mais le second, c'est la résilience climatique des écosystèmes pour fournir des services pour la population locale.
Maïs. Pour une mise en œuvre efficiente du projet, les initiateurs de ce programme demandent à l'État de se l'approprier. Nous attendons vraiment un engagement. L'État s'approprie du projet. Et là, ça va nous faciliter les mises en œuvre, comme j'ai eu à le dire, avec la communauté locale. Nous, ONG, on peut beau avoir des idées, des activités. La communauté locale aussi peut avoir des idées. Mais si l'État ne nous accompagne pas, la mise en œuvre sera très difficile. Avec l'érosion côtière au Sénégal, beaucoup d'îles sont menacées de disparition, d'où l'importance de ce programme qui a une forte connotation humaniste et altruiste. Et je vous le disais dans les titres, dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, l'État du Sénégal a mis en place plusieurs initiatives dans le programme Maïs. Et dans le cadre de ce programme, la commune de Taïba Niassène a réceptionné 50 tonnes de semences pour emblaver environ 1500 hectares. Occasion également pour les autorités d'inviter les agriculteurs à soutenir ce projet. Le compte-rendu d'Adamassar et Astumbaï. Le programme Maïs, initié par l'État du Sénégal, est au cœur du dispositif de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Ainsi, pour matérialiser cela, 50 tonnes de semences sont allouées aux producteurs de la commune de Taïba Niassène. Cette rencontre-là, on l'a fait dans le cadre déjà de la souveraineté alimentaire, qui a été une instruction du président de la République auprès du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la souveraineté alimentaire pour mettre en place une stratégie de souveraineté alimentaire. Donc c'est dans ce cadre-là que ce programme-là est établi, qui est un programme d'emblavure de 30 000 hectares supplémentaires de maïs. Donc au niveau de Taïba Niassène, on a mis 50 tonnes de semences pour emblaver 1500 hectares. Une occasion pour Bouringaï, conseillère technique au ministère de l'Agriculture, du Développement et de la Souveraineté alimentaire, de faire quelques recommandations. C'est déjà de recevoir les semences et de les utiliser à bon escient, c'est-à-dire tout producteur qui reçoit de la semence, qu'elle soit dans l'obligation de semer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de pouvoir également respecter les itinéraires techniques. Parce que nous savons que quand nous respectons les itinéraires techniques, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un très bon rendement. Et ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est d'avoir de bons rendements. C'est pour ça que nous avons choisi les variétés hybrides pour avoir de bons rendements et assurer une bonne production. Les variétés, ce que nous avons distribué ici, ont été importés. Ce sont des variétés qui viennent de la France. Mais nous avons également d'autres variétés que nous avons distribuées un peu partout dans la sous-région, notamment au sud, qui viennent de la sous-région également. En attendant, le ciel a ouvert ses vannes et les travaux champêtres ont démarré. Dans l'actualité toujours, selon le rapport annuel des statistiques du travail, le secteur de la restauration occupe la 3e place des secteurs pourvoyeurs d'emploi. Un tour dans un restaurant de la place a permis de confirmer cette thèse. La restauration, c'est aussi une alternative pour étudiants et autres diplômés d'avoir des revenus. Le reportage est signé Mamseina Boubabou. Les bonnes odeurs nous accueillent dans ce restaurant. À côté, les cuisiniers s'activent à la préparation du déjeuner. Marie-Antoinette Préra, la gérante, avec ses 15 années d'expérience, confirme que ce secteur est bel et bien pourvoyeur d'emploi. Ici, j'emploie 6 personnes. À chaque fin du mois, je leur paye un salaire de 80 à 100 000. Oui, je travaille pour le moment. Durant l'année scolaire, j'ai travaillé avec 2 étudiants. L'un nous fournissait des poulets et l'autre nous amenait de temps à autre des jus de thym et jus de bouille. Voici l'une de ses employées qui est titulaire d'un BTS en commerce international. Selon la jeune dame, la restauration nourrit beaucoup de jeunes diplômés sans emploi. Je lui confirme parce que vu qu'il y a beaucoup de chômage au Sénégal, et que les entreprises ne recrutent plus. C'est pour cela que beaucoup de gens se réfèrent à la restauration pour pouvoir gagner quelque chose. Presque toutes les personnes travaillent et beaucoup de gens ne passent pas leur temps à la maison.
Et si on part travailler aussi, on ne peut pas rester toute une journée sans manger, c'est impossible. Donc on est obligé d'aller manger quelque part. Ce jeune homme ne dit pas autre chose. Il est dans le restaurant, mais espère trouver mieux. Je peux confirmer que le secteur de la restauration emploie beaucoup de personnes. Les jeunes terminent leurs études et ne trouvent pas d'emploi. Vu qu'il existe beaucoup de restaurants, nous sommes obligés de travailler sur cela pour ne pas rester les bras croisés. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Après le commerce et la construction, le secteur de l'hébergement et de la restauration occupe la 3e place du secteur pourvoyeur d'emploi avec 6,8% des branches d'activité. Sensibiliser les parlementaires pour une meilleure prise en charge de la question de l'inclusion du handicap. C'est l'objectif principal de l'atelier tenu à Saly par la Fédération sénégalaise des associations de personnes vivant avec un handicap. La compréhension des différents textes régissant le statut de personnes à mobilité réduite était au cœur des travaux. Les explications de Moussa Tchare, président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes vivant avec un handicap au micro de Muntaga Khan. Nous avons jugé nécessaire de mettre l'accent sur le caractère d'évaluateur de ces derniers et pour ce faire, nous avons pensé qu'il était nécessaire pour eux de comprendre, d'appréhender la dimension du handicap suivant les axes suivants. D'abord, la compréhension des textes internationaux qui régissent le handicap, notamment la Convention des droits des personnes handicapées, le traité de Marrakech, entre autres. Et au niveau national, évidemment, de parler de la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Ces différents aspects sont transcendés par des notions comme l'accessibilité, l'inclusion. Donc il est très normal qu'on puisse faire en sorte que les parlementaires puissent comprendre pour pouvoir mieux faire leur travail ces différentes notions susmentionnées. C'est donc une opportunité majeure pour nous, à la veille de sessions parlementaires, de permettre aux députés de mieux porter la parole des personnes handicapées en vue de garantir l'accès et l'usage des services comme tous les Sénégalais. Dans le reportage du soir, les plages à Dakar deviennent presque toutes privatisées. À la plage de Ngor, même l'entrée est payante. Des instructions données par la mairie selon le personnel. Ainsi, pour profiter de la plage, il faut maintenant des moyens financiers. Une situation que le personnel tente de justifier dans ce reportage signé Ami Diouf et signé plutôt Khadija Ndadjouf. Ils sont là pour vérifier les tickets d'entrée. D'autres gèrent le parking. Ici, à la plage de Ngor, tout est payant. Une initiative de la mairie, nous dit ce jeune homme qui fait partie du personnel. C'est une décision prise par la mairie et nous ne sommes là que pour la faire respecter. Nous sommes même payés par la municipalité. Et ceci pour mieux assurer la sécurité de la population, disent-ils. C'est juste pour mieux assurer la sécurité. Ça permet de payer ceux qui nettoient la plage et qui assurent la sécurité, comme les maîtres nageurs. Les plages à Dakar, presque toutes privatisées. Cette mère de famille venue avec ses enfants à la plage est impressionnée par cette situation. J'en parlais tout à l'heure à ma sœur. Je lui faisais la remarque qu'avant, nous ne payons pas. Mais maintenant, nous payons l'entrée, l'installation, en plus de ce que nous consommons. La baignade devient chère maintenant, surtout pour ceux qui viennent avec leurs enfants. La plupart des plages autorisées à la baignade à Dakar sont privatisées, ce qui pousse souvent les jeunes à se rendre vers celles interdites avec tous les risques.
Dans l'actualité sportive, ce lundi, Dakar Sacré-Cœur a annoncé dans un communiqué le licenciement du staff technique de l'équipe féminine. Une décision surprenante, d'autant plus que c'est l'équipe championne de la saison dernière, de la saison 8. Dans un communiqué, DSC a parlé de respect des valeurs universelles et sénégalaises, mais selon les concernés, des pratiques mystiques sont à l'origine de leur licenciement. Ils ont fait face à la presse pour apporter des éclaircissements par rapport au communiqué de Dakar Sacré-Cœur. Ami Djoufi était compte rendu. Leur licenciement est lié aux pratiques mystiques lors du match de Dakar Sacré-Cœur contre les Sirènes de Dakar. Les 3 techniciennes pensent que c'est un piège orchestré par un concurrent. C'est juste que nous, quand on est revenu de Ziguinchor, donc on nous a appelés, vite fait comme ça, le matin vers peut-être 15h, pour nous dire que on était remerciés par le club, par problème mystique. Bon, moi, c'est ce que j'ai compris. Par rapport au match qu'on a joué contre les Sirènes de Dakar. Pour l'entraîneur adjointe, cette affaire de pratique occulte est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle s'explique. Nous avons joué 20 matchs sans leur soutien. C'est après avoir remporté le championnat qu'ils ont commencé à se présenter. On leur a reproché tout ça. C'est ce qu'ils n'ont pas supporté. Dans le communiqué, Dakar Sacré-Cœur aurait pu mentionner les vraies raisons de leur licenciement, ce qui aurait évité les préjugés qu'elles subissent. L'entraîneur des gardiens de but s'en désole. Il faut qu'on éclaircisse les choses. S'ils avaient bien mentionné dans le communiqué notre licenciement est lié à des pratiques occultes, il n'y aurait pas de souci. Ils ouvrent des portes aux préjugés. Le communiqué n'est pas clair du tout. Une décision surprenante qui intervient quelques jours après le sacre de l'équipe féminine qui va représenter le Sénégal en Ligue des Champions CAF. Toujours sous contrat, le trio ne compte pas poursuivre Dakar Sacré-Cœur en justice. C'est aussi la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.